Il y a eu une mise à distance de ce monde grec qui était d'essence scolaire d'une certaine manière. Et cette mise à distance a été opérée à deux moments très éloignés l'un de l'autre que je voudrais évoquer pour qu'on puisse en discuter. La première intervention de ce type qui brise d'une certaine manière la connivence qui unissait les enseignants et ceux qui les suivaient comme élèves de génération en génération a été la découverte par Wilhelm von Humboldt à la fin du XIXe siècle de l'intérêt que revêtent les différences entre les langues. Humboldt était à Paris en 1797 en mission diplomatique. C'était quelqu'un qui avait fait des études classiques de philosophie. Et il était invité par Sieyès, c'est-à-dire l'auteur de la Constitution de 1791, pour expliquer aux intellectuels parisiens le sens de la philosophie kantienne. Ça mérite une séance entière parce qu'il s'est mis pendant 7 heures, tout le monde à dos. Il a fini par jeter l'éponge. Il a écrit à son ami Schiller: il est vain de vouloir philosopher si on n'a pas auparavant tiré au clair la différence entre les langues. Et il conclut par cette expression, en allemand c'est mieux qu'en français: jamais le palais délicat des Parisiens ne goûtera la langue dans laquelle écrit notre sage de Königsberg. Dans l'expression le palais délicat, il a fait allusion à cette différence de prononciation déjà, mais qui va bien au-delà évidemment de la sonorité entre ces deux langues, le français et l'allemand. Et comme un coup de pied de l'âme, Humboldt finit par dire à Schiller: je vais commencer par étudier le basque. C'est-à-dire mettre le basque sur le même plan que le français et l'allemand. Ça, c'est le premier geste qui va ensuite contribuer à faire du grec une langue parmi les autres. Alors que dans la grande tradition de nos grecs, c'est une langue qui nous façonne, qui nous tient. Et le travail de Humboldt, comme vous savez, se termine par des analyses extrêmement poussées de dialectes indonésiens, par exemple. Et le titre, tout à fait parlant, de l'introduction de cette œuvre posthume, c'est l'influence de la structure, des différences de structure des langues sur le développement intellectuel ou mental de l'humanité. Toute langue est un opérateur particulier qui fait qu'une civilisation peut se déployer grâce à cette langue. Alors du coup, le grec, mis à distance, sous le regard de Humboldt, devient une langue parmi les autres, et il se demande où se situe la perfection du grec qu'on lui a toujours enseigné. Et il a dit, enfin, les langues commencent toujours par être agglutinantes, c'est-à-dire ce sont des langues qui ne connaissent pas de flexion, il n'y a pas de conjugaison, pas de déclinaison. C'est des langues où le sens de la phrase découle de la place qu'occupent les mots dans la séquence. Et donc ces langues agglutinantes, aux yeux de Humboldt, ont un défaut qui va être réparé par l'introduction de la flexion, à savoir ces langues ne font pas apparaître, lorsqu'elles parlent de quelque chose, ne font pas apparaître le positionnement du sujet qui parle par rapport à ce dont il rencontre. Et la flexion à ses yeux, et c'est l'introduction d'une certaine référence au sujet parlant dans un discours qui parle de choses. Et il assimile cette articulation subjective de la phrase au décollement des bras dans le statuaire archaïque. C'est-à-dire que les statues archaïques ont les bras collés au corps, ils sont extrêmement raides, et à partir de l'époque classique, les bras se décollent et puis le corps tourne légèrement, on appelle le contraposte, c'est-à-dire les pieds ne sont plus parallèles. Et cette libération du corps dans le statuaire, Humboldt dit c'est ça que va réussir la langue grecque. Il soutient que la langue grecque entretient le plus bel équilibre
possible entre quelque chose qui fige, à savoir la détermination d'un objet, et quelque chose qui libère, à savoir la prise de position du sujet qui parle par rapport à ce qu'il dit. Du coup, il est en phase avec nos Grecs que vous avez enseignés, à savoir une certaine perfection qu'il fallait imiter. Mais il était conscient qu'il existait des langues qui, d'une certaine manière, développaient au-delà de ce parfait équilibre entre la contrainte et la liberté, contrainte objective, liberté subjective. Il existait des langues qui, bizarrement, alors que c'était des langues de haute culture, mais pas primitives, redevenaient agglutinantes. Et c'est le chinois qui jetait le trouble, puisque le chinois est de nouveau une langue agglutinante, c'est la place des mots qui détermine pour l'essentiel le sens que le sujet parlant veut donner à la phrase. Puisque les idéogrammes désignent déjà des pensées toutes faites, où ce qu'un sujet a dit un jour est inclus dans l'idéogramme. Vous connaissez l'idéogramme, on montre une maison, on montre une personne, c'est simplement une personne dans une maison, on met deux personnes, c'est des coups de pinceau, et ça veut dire dispute. Et ainsi, donc, la langue chinoise met de manière agglutinante, côte à côte, des choses qui sont en fait déjà des phrases congelées, comme bloquées dans une espèce de finition absolue. Et là, Humboldt se demande, et je ne veux pas être trop long, il se demande, mais alors, est-ce que le chinois est le développement naturel qui suit la perfection grecque, et est-ce que dans ce cas, le chinois n'est pas supérieur au grec? Parce que d'une certaine manière, le chinois est déjà accueilli et résumé ce qu'une phrase grecque, avec donc la flexion qui lui est propre, exprime. Et là, il bloque et il dit il faut se représenter le développement des langues comme une espèce de montée et descente. Les langues agglutinantes sont en bas, on monte vers les langues à flexion. Le grec ancien, c'est l'équilibre absolument parfait. Et ensuite, ça redescend. Là-dessus, Hegel intervient. Il dit je ne suis absolument pas d'accord. Le chinois est une langue plus parfaite que le grec ancien. De la bouche de Hegel, c'est tout à fait surprenant, puisqu'il est lui-même baigné dans ce que nous avait légué nos Grecs. Eh bien, une des questions que j'aimerais qu'on aborde ce soir, c'est quel est le rapport que nous entretenons aujourd'hui avec cette langue que nous avons étudiée avec une sorte de passion, et qui en même temps a été mise en distance, mise en concurrence avec d'autres langues, y compris par ceux qui ont été les premiers à réfléchir à ce que le grec pouvait nous apporter de particulier. Là, on est loin de tout contenu culturel. D'où une deuxième question que je tire de l'intitulé, l'heure moderne. Alors, l'heure moderne, ce sont ceux qui, comme Humboldt, ont commencé par mettre cette réalité à distance, celle que les humanistes avaient mise en place, et parmi ceux qui introduisent la plus grande distance, il y a figurent ceux qui pratiquent les sciences dures. Quelqu'un qui a recours à des formules mathématiques, par exemple, auxquelles il attribue une perfection qui est tout à fait incontestable, même si elle appartient à un champ seulement de la connaissance, mais pour un physicien, il est très difficile d'admettre que le grec ancien puisse avoir encore une valeur de connaissance, qu'il puisse articuler des connaissances. Le grec ancien véhicule peut-être des émotions particulières à travers les tragédies, et peut-être des réflexions profondes concernant la pratique de notre existence, mais il n'apporte plus aucune connaissance. Alors que jusqu'à l'époque moderne, on considérait que les Grecs avaient d'une certaine manière poussé l'effort de connaître plus loin que toute autre civilisation. Et c'est là que je voudrais insister sur une rencontre qui s'opère aujourd'hui entre les physiciens qui travaillent sur l'infiniment petit, la
mécanique quantique, et qui découvrent que ce que leur équation exprime ne peut plus être reproduit dans une langue naturelle. Donc ils éprouvent une frustration majeure puisqu'ils ne peuvent communiquer ce qu'ils découvrent comme savoir, comme connaissance, à des gens qui, comme eux, pratiquent cette langue que sont les mathématiques. Et parmi ces physiciens, on en connaît plusieurs, notamment ceux qui ont contribué à la mise en évidence des ondes gravitationnelles, qui ont eu le prix Nobel pour cela, et bien, ils se tournent maintenant vers les premiers philosophes grecs en s'interrogeant, mais quels sont les gestes spéculatifs fondamentaux à partir desquels on peut penser une réalité comme le vide. Le plein et le vide, ça fait tout de suite penser à Démocrite. Les atomes, Démocrite les a nommés en premier, les indivisibles. Pour Démocrite, les atomes sont des idées indivisibles, pas des corps. Les physiciens contemporains sont tout à fait fascinés par l'idée que les atomes puissent être des rythmes, comme dit Démocrite, et pas des corps avec des contours et des contacts. Et à partir de là, il me semble, il y a une deuxième interrogation qui peut se mettre en place, c'est comment on unit dans un même effort de réflexion les avancées les plus extrêmes de la science dure contemporaine et le geste spéculatif inaugural des Grecs. Juste une petite suggestion. Comme vous savez, le premier philosophe grec, c'est lui qu'on considère comme le créateur même de ce que Nietzsche appelle le credo métaphysique. Tout est un. Contre les grandes civilisations qui montaient jusqu'à des dualismes fondateurs, pratiquement toutes les grandes civilisations s'arrêtent à un binôme, une opposition entre force, puissance, divine ou élémentaire. Et les Grecs ont eu l'audace de dire tout est un. Et dès qu'on a dit tout est un, surgit la question de savoir si cette identité, tout est haut, par exemple, lorsqu'on se la représente, ne suppose pas quelque chose qui la dépasse. Est-ce qu'on peut dire que tout est dedans? Donc si on se le représente, eh bien, la limite a pour effet qu'on se pose forcément la question du dehors. Eh bien, Anaximandre, c'est ça que je voulais suggérer, a prolongé le geste spéculatif de Thalès en disant non, pas du tout. Les identités que nous pouvons appréhender surgissent de quelque chose qui est indéterminé. Il appelle ça l'illimité, le sans limite. Et les physiciens aujourd'hui, lorsqu'ils réfléchissent sur le rapport entre le vide quantique et l'univers dans lequel nous avons affaire à des énergies, des masses, eh bien, ils se retournent vers la spéculation grecque en se demandant s'il ne fallait pas, dans l'effort épistémologique de la science contemporaine, refaire le chemin qu'a fait la philosophie grecque. Les mêmes interrogations, même si on dispose par ailleurs de cet extraordinaire outil que sont les mathématiques qui permettent de concevoir des expériences dans lesquelles on a affaire à la chose. Mais on ne sait pas forcément la dire. Du coup, il y a un divorce dans la civilisation. Il y a un problème que tout le monde ressent plus ou moins. Nous nous servons de choses qui reposent sur des connaissances dont on n'a aucune idée. Et donc, les scientifiques qui se posent la question de savoir quelle est la connaissance qu'ils ont de leur connaissance. C'est une sorte de réflexivité nouvelle qui s'introduit. Eh bien, ces physiciens nous font revisiter les Grecs, et ce sont eux leurs modernes dans l'interprétation que je suggère du titre de notre conversation. Voilà. Homère, ou la Bible, ou la science qui tyrannise les hommes. Et bon, alors, moi j'aurais aimé tout reprendre bout par bout, mais je vais reprendre deux bouts. Le premier, au fond, c'est pour réfléchir à ta question. Le grec aujourd'hui, notre rapport au grec aujourd'hui, à la langue grecque qu'on n'apprend plus, et
est-ce qu'il existe encore? Moi, je peux dire une chose, c'est que dans des lieux les plus étranges, c'est-à-dire les moins attendus pour ça, quand j'ai fait du grec, il s'est passé quelque chose. J'ai fait du grec avec des adolescents psychotiques, par exemple. Je ne dis pas que ça dépendait du grec, ça dépendait du fait que le grec n'est pas la même écriture. C'est-à-dire que si j'avais été capable de faire avec eux de l'arabe, ou si j'avais été capable de faire avec eux du chinois, ça aurait peut-être produit la même chose. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que ces enfants qui étaient mutiques, au fond, que le français dégoûtait, j'ai compris que le français, c'était pour eux la langue maternelle. Et que maternelle, ça posait des problèmes. Et donc, en travaillant avec eux, je me suis mise à écrire du grec au tableau. Et ça leur a produit un choc, qui est le choc de l'altérité, vraiment. Donc, mon premier rapport au grec, et mon premier rapport constant, et je crois le rapport constant, c'est que c'est une langue vraiment autre. D'abord parce qu'elle s'écrit autrement. Et cette langue vraiment autre, elle fait comprendre qu'on en a une plus à soi. Donc, pour moi, le grec, c'est un très bon autre, déjà. Maintenant, alors pour continuer un tout petit peu l'histoire avec ces adolescents, j'ai lu le Cratyle avec eux, je l'ai lu en grec. J'ai lu des bouts du Cratyle en grec, et je ne sais pas si vous vous souvenez que dans Cratyle, et bien justement, Socrate donne les étymologies les plus contraires, les plus contradictoires pour un même mot. La vérité, ça peut être une course rapide, ou ça peut être quelque chose comme un arrêt sur image. Et donc, on joue avec l'étymologie, aletheia, course rapide. Bon. Et les enfants avec qui je parlais ont compris quelque chose. C'est-à-dire qu'ont compris qu'une langue, on joue avec. Et que ça commence à devenir intéressant quand on est capable d'y jouer. Et que là, peut-être, et bien en effet, le fait qu'elle soit maternelle, c'est-à-dire qu'elle soit plus à vous qu'une autre, ça aide. Et donc les choses se sont arrêtées, enfin, ou plutôt ont culminé, lorsque un enfant a levé la main en disant « Ah, j'ai compris, j'ai compris. J'ai compris l'étymologie de concierge. » Parfait. Donc c'est passé par là. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque chose du grec comme altérité radicale via l'écriture a produit des effets. Et je comprends très bien que ce genre d'effet puisse être produit par le basque, puisque le basque, c'est du tout autre. Donc, quand on est linguiste, comme Humboldt, il faut aller voir le basque, qui est une langue absolument comme le hongrois ou comme l'alakanouf, une langue qui n'est pas indo-européenne et donc qui est du tout autre. Donc, bon, je me souviens de Goethe, quand Goethe disait que c'était insupportable de dîner chez Humboldt parce que sa fille demandait le sel en basque. Mais voilà, donc pour moi, la première vertu du grec, ou le premier intérêt du grec, notre grec, c'est toujours notre grec parce qu'il est autre. Et que là, on mesure une distance. En même temps, deux choses m'arrêtent avec le grec et avec mon grec. Deux choses m'arrêtent immédiatement. La première, c'est que... Alors, je veux dire plusieurs idées à la fois, donc ça ne va pas marcher. La première, qui au fond est la base du dictionnaire des intraduisibles, c'est que le grec est une langue où l'on voit se déployer des homonymies signifiantes, c'est-à-dire une pluralité, une équivocité de sens qui est fondée et qui est passionnante. Et je pense évidemment à tous les mots. Tous les mots pourraient figurer dans le dictionnaire des intraduisibles, mais enfin, il y en a un par excellence qui est logos. Bon, logos, vous regardez dans un dictionnaire, dans le Bailly par exemple, et vous avez une trentaine d'équivalents, et qui fonctionnent tous.
qui sont tous requis. C'est-à-dire qu'à partir du sens, disons, premier, pour autant que ça ait un sens de dire ça, A sur B égale C sur D, c'est-à-dire le sens de proportion, de relation, vous avez toutes les mises en relation possibles qui rentrent sous le terme de logos, et en particulier toutes les mises en relation langagières. Donc ça va du mot à la phrase, à la démonstration, au discours, etc., à l'énoncé. Bon, il y en a des dizaines de termes adéquats pour traduire logos, et les latins l'ont fort bien compris en disant ratio et oratio, c'est-à-dire en passant au jeu de mots. Bon. En français, on dit quelquefois compte, NTE, et compte, COMPTE, pour montrer que ça. Il faut au moins ça. Il faut ouvrir absolument via les équivoques, et probablement via ce sur quoi jouent les équivoques, à savoir les jeux de mots, ou ceux qui jouent sur les équivoques, à savoir les jeux de mots. Donc il faut ouvrir le sens et le démultiplier. Et le démultiplier pour des raisons, disons, qui tiennent à quelque chose de l'ordre de... j'aime pas beaucoup ça, mais on va le dire comme ça, du génie de la langue. Bon. Donc, l'équivoque comme ce qui caractérise une langue. Je cite toujours cette phrase de Lacan, hein, une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister. C'est une phrase qui n'est que trop vraie et qui s'applique absolument au grec comme au français. Bon. Et quand on a logos, quand on tient logos, on tient autre chose en même temps qui est terrifiant. Et c'est mes deux bouts d'entrée dans la langue grecque, en fait. Le bout donc de l'équivoque, syntaxique et sémantique, on pourrait parler de celle de Parménide, hein, esti, ou estigareina, et enfin, car être, il y a de l'être, est en étant, il est vrai que est, c'est, l'équivoque aussi massif. Et face à ça, il y a ceux qui ne parlent pas grec. Et c'est là où ça devient très intéressant. Ceux qui ne parlent pas grec, ce sont des barbares. C'est ceux qu'on ne comprend pas et qui ne comprennent pas et qui ne comprennent rien et qui font blablabla, donc du bruit avec leur bouche. Ceux-là, c'est ceux qui ne partagent pas avec vous le logos, c'est-à-dire la raison, le discours et pendant qu'on y est, la langue grecque. Donc ces autres-là, ils sont dessinés par nos Grecs et ils n'ont pas cessé de l'être. Ils ont sans cesse été dessinés par nos Grecs. Donc pour moi, le grec aujourd'hui, encore, c'est ce qui permet de comprendre, au fond, ce qui permet une bonne entrée dans notre langue, à savoir une langue différente d'une langue visiblement différente, qui est pleine d'autres équivoques, et pour qui ceux qui ne la parlent pas sont des barbares. Alors, sommes-nous des barbares? Non. Donc, on est obligé de tout repenser. On ne peut plus fonctionner à la grecque, même si on fonctionne toujours avec nos grecs. Mais on n'est plus leurs barbares. On n'est pas des barbares, on est... Donc, on est d'autres. Et cette idée du même et de l'autre, cette idée disons, du logos et du barbare, c'est la première idée que je garderai pour la travailler, pour la bouleverser. Hein. C'est la première idée que je garderai de mon apprentissage du grec. Alors évidemment, le dictionnaire des intraduisibles se profile là, il se profile avec les équivoques, il se profile avec la hiérarchie des langues à admettre ou à bouleverser. Et le plus grec de tous les Grecs, le plus méchamment grec de tous les Grecs, c'est évidemment Heidegger, c'est-à-dire Heidegger pour qui la langue grecque était la seule vraie langue philosophique, mise à part l'allemand, encore plus grec que le grec, et la seule vraie langue philosophique enracinée dans une race, dans une langue, enfin, enracinée évidemment dans une langue, dans une race, dans une culture, dans une nation et dans une terre. Et donc, pour moi, le grec m'a dessiné comme barbare, avec joie. Et après Babel, c'est ça. C'est enfin pouvoir respirer comme barbare. Il n'y a pas de barbare sans grec. Voilà.
Donc pour moi, c'est une demande, quel est mon rapport au grec aujourd'hui? C'est le plaisir de pouvoir être après Babel comme barbare. Ça, c'est le premier point. Et que Barbara a développé avec Leo, c'est exactement ce que Humboldt a écrit à Schiller. Oui. À savoir, entre la langue de Kant, qui est le philosophe qui, d'une certaine manière, dit des choses définitives, et le français, ça ne passe pas. Et il faut donc aller vers une troisième langue, qui, d'une certaine manière, le basque, qui dénonce la prétention d'une langue d'être la langue. C'est ça que j'ai entendu. Absolument. Donc, c'est ce que Derrida appelle la déconstruction. Et il dit, si j'avais une définition à donner de la déconstruction, une définition rapide, comme un mot d'ordre et caricatural, ça serait plus d'une langue. Plus d'une langue, plus d'une langue, au fond, plus d'une langue, c'est ça que m'apprend le grec. Parce que le grec est une autre langue que la mienne est vraiment. Et que par ailleurs, quand il reste dans le grec, quand le grec se coince dans le grec, eh bien, il nous oblige à sortir. Plus d'une langue, à être barbare. Donc, plus d'une langue, et la deuxième phrase de Derrida que je verse au dossier, c'est une langue, ça n'appartient pas. Donc, c'est parce que le grec est une langue qui n'appartient pas au grec, et que les Français, les sales petits nuls français peuvent en faire, que quelque chose d'autre s'ouvre. Et pour parler directement de votre question, qu'est-ce qui a changé récemment dans la réception des philosophes grecs, hein, je pense qu'il y a une mode quand même de la philosophie grecque qui s'est développée depuis un certain temps. On ne peut pas dire qu'il y a une désaffection, hein, et en particulier des philosophes dont je m'occupe, les stoïciens, les épicuriens, les sceptiques. Et cette mode, on peut l'appeler rapidement la philosophie comme manière de vivre. C'est une approche, hein, qui aujourd'hui est très répandue, y compris dans les médias. Hein, Épictète, Épicure, Sénèque, Marc Aurèle sont des stars. Ils ont des dossiers auxquels on leur consacre des dossiers dans les magazines hebdomadaires, ce qui est quand même incroyable. Enfin, je veux dire, on s'y attendait pas. Moi, je m'y attendais pas quand j'ai commencé à travailler sur ces auteurs. Et même maintenant, on voit que ce type d'approche qu'on a élaboré à partir d'auteurs comme Épictète et Épicure, en fait, sert à rendre les autres philosophes intéressants. C'est-à-dire, on dit « Oh, mais Spinoza, oh, mais même Kant. Oh, mais Kant, en fait, ce ne sont pas ces théoriciens ennuyeux auxquels vous pensez, c'est comme Épicure, en fait, ils sont là pour vous aider à vivre. » Donc maintenant, en fait, si vous voulez être un philosophe comment dire, populaire et à qui on consacre des numéros de magazine, il faut que vous soyez comme Épicure ou Épictète. Alors cette approche, en fait, bon, je la caricature un peu dans sa version médiatique, mais elle a ses lettres de noblesse et elle a été développée en particulier par quelqu'un qui est bien connu, qui est Pierre Hadot. Hein, et qui a proposé, au fond, de généraliser à toute la philosophie antique cette idée que la philosophie, dans l'Antiquité, visait d'abord une manière de vivre, et que le reste, les autres aspects de la philosophie, qu'il n'ignorait évidemment pas, étaient ordonnés et subordonnés à cet objectif. C'est une approche qui a aussi, dans une certaine mesure, influencé Foucault à la fin de sa vie. Je passe sur les différences, parce que ce serait intéressant, on peut en parler, parce que c'est quand même assez différent très différent de l'approche de Hadot, mais enfin, je voudrais me concentrer sur cette approche. Alors, cette approche qui a fait beaucoup donc, pour l'appropriation actuelle de la philosophie antique, et quand on est historien de la philosophie, est assez étonnante parce qu'elle ne correspond pas vraiment à la manière dont les philosophes antiques s'attendaient à être lus. C'est un peu comme la lecture d'Épicure ou d'Épictète de cette manière, je veux dire comme recueil de recettes de vie quotidienne. C'est un peu comme utiliser un tournevis pour couper du beurre. Bon, c'est pas vraiment ce pourquoi même le manuel d'Épictète ou les comment dit-on, les maximes capitales d'Épicure, qui sont apparemment des petites maximes faites pour guider la vie, ont été élaborés. Hein. Ces ouvrages ont été élaborés comme des sortes de versions condensées
d'un système extrêmement développé, hein, et donc des sortes d'aide-mémoire pour celui qui soit est trop pressé, enfin soit n'a pas le temps, soit veut se souvenir de son apprentissage du système dans son intégralité pour l'avoir sous la main, hein, comme dit souvent Épictète, à tout moment. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut piocher dedans, hein, picorer, hein, voilà, comme on le suggère aujourd'hui. Alors en même temps, c'est vrai que cette approche n'est pas totalement, comment dire, j'ai dit que c'était une sorte, bon, j'ai comparé avec le tournevis dans la mode de beurre, mais c'est pas une approche qui est complètement absurde, au sens où on en a des hein, on peut quand même beurrer. Non, mais d'abord, rien ne vous impose, je veux dire, surtout quand il s'agit d'outils qui ont été construits il y a 2000 ans, rien ne vous impose de les utiliser comme pour le but pour lequel ils ont été construits. Je veux dire, bon là, l'usage, il y a plusieurs usages, on peut, bon, voilà, l'objet ne prescrit pas son usage, sauf premièrement. Et puis, deuxièmement, effectivement, ça peut, il y a une pluralité d'usages possibles, et puis même si vous faites un usage qui n'était pas prévu, ça peut marcher. Et là, pour le coup, on pourrait prendre des exemples, pour ne pas disqualifier trop vite ce type d'approche. On voit bien que dans l'Antiquité, par exemple chez certains auteurs, en particulier latins, on commence à avoir ce genre d'approche. Sénèque, par exemple, fait à la fin de certaines lettres à Lucilius, cite des maximes d'Épicure en disant, bah, tu vois, on peut aller piocher même chez les épicuriens des remarques intéressantes, etc. Bon, mais ce qui justement montre que c'est pas l'usage habituel, c'est qu'il fait remarquer qu'il va chercher chez Épicure des remarques alors qu'il ne devrait pas, parce que lui il est stoïcien et que en fait c'est l'ennemi, hein, ou si c'est pas l'ennemi, en tout cas c'est pas chez nous, hein, et donc le fait de citer Épicure, il y a une espèce enfin c'est peut-être risqué, on n'est pas sûr qu'il dit exactement ce qu'il faut, etc. Donc il est obligé de justifier le fait qu'il saupoudre la manière dont il guide Lucilius avec de l'épicurisme. Alors voilà. Alors maintenant, du coup, même si c'est vrai que cet usage, il a enfin, je veux dire, d'abord, il peut se légitimer de lui, se justifier de lui-même, et puis même, il n'est pas totalement absurde historiquement. Il me semble qu'il a un inconvénient principal par rapport à ce que peut nous apprendre la philosophie grecque, c'est le fait de l'apprendre comme un tout, hein, et en particulier de gommer les divergences. C'est manifeste dans l'approche de Hadot, et il le fait consciemment, hein, à partir du moment où vous vous situez, vous prenez la philosophie sous l'angle des exercices spirituels, sous l'angle des pratiques, hein, par exemple le fait de considérer l'ensemble du monde comme d'en haut, hein, à distance, hein, ce qu'on appelle parfois le point de vue cosmique ou le point de vue de Sirius, enfin ça c'est l'expression française, c'est pas l'expression des anciens, mais enfin vous voyez l'idée qu'on regarde le monde d'en haut et les hommes nous apparaissent comme des fourmis, etc. Donc qui est effectivement une forme d'exercice spirituel qu'on trouve chez divers auteurs, mais à partir du moment où vous prenez les choses par l'exercice spirituel comme le propose Hadot, en fait les divergences théoriques s'annulent, puisque par exemple la manière dont Lucrèce et la manière dont je ne sais pas, Sénèque ou Platon opèrent ce type d'exercice vont apparaître équivalents. Et Hadot le dit explicitement. Alors que si on leur avait dit à eux qu'ils faisaient la même chose, ils auraient poussé des hurlements. Hein, parce que, évidemment, c'est pas, de leur point de vue à eux, ce n'était pas du tout le même monde qu'ils regardaient, ce n'était pas sous le même angle, et ce n'était pas pour y voir la même chose. Parce que ils étaient chacun dans une école différente, etc. Bon. Alors du coup, il y a ce problème, en tout cas, pour moi, il me semble, que dans cette approche, il y a une dimension syncrétique dans cette approche de la philosophie ancienne, où je ne sais pas si c'est le bon mot, unanimiste en quelque sorte, hein, c'est-à-dire on prend la philosophie sous un angle qui supprime les divergences, alors que, dans l'Antiquité, ce qui caractérisait les philosophes, peut-être même une des seules caractéristiques reconnues aux philosophes, disons, par tout le monde, hein, je ne parle pas de la manière dont les philosophes se définissaient eux-mêmes, mais quand on lit des textes d'autres, de non-philosophes sur les philosophes, il y a une chose qui caractérise les philosophes, hein, c'est qu'ils ne sont pas d'accord.
Il y a beaucoup d'anecdotes amusantes d'ailleurs sur ça, hein. En particulier cette anecdote du consul qui était à Athènes. Je ne sais pas si c'est un consul ou un général romain, hein, qui était maintenant on va tous les enfermer et puis dans une salle et puis on va leur dire de se mettre d'accord. Comme il était naïf, hein, c'était le militaire romain là, naïf, il pensait que si on les obligeait et qu'avec un peu de bonne volonté, ils allaient se mettre d'accord. Mais non, hein, parce que d'une certaine manière, leur profession même, c'est de ne pas être d'accord. Hein. C'est comme dit Sextus Empiricus, comme disent les sceptiques, mais c'est un terme qu'on trouve ailleurs, la diaphonia, hein, c'est-à-dire la dissonance. Hein, la philosophie se caractérise par la dissonance, et c'est quelque chose qui très tôt caractérise la philosophie et jusqu'à la fin de l'Antiquité. Et ça, je pense que c'est lié à... Non, ça a continué, mais en tout cas, c'est sans doute là que c'est... Et c'est quelque chose est sans doute lié, qui est sans doute lié au fait que, justement, les philosophes, bien qu'ils aient eu un objectif pratique, bien qu'ils aient cherché aussi à guider les manières de vivre de leurs contemporains, un grand nombre d'entre eux avaient cette idée que, pour guider les manières de vivre, il fallait passer par la théorie, hein, alors que ce soit une représentation détaillée de ce qu'est le monde, dans son ensemble, dans ses détails, dans ses constituants, est-ce qu'il y a du vide, est-ce qu'il y a des atomes, bon, voilà. Qu'est-ce que c'est la vérité, comment on la trouve, etc. Toutes ces questions spéculatives, hein, théoriques, les philosophes là, les philosophes grecs, pour la plupart, pensent qu'il faut les résoudre pour bien vivre. Et c'est ça, en fait, la spécificité souvent de la philosophie grecque par rapport aux sagesses, hein, auxquelles on essaye beaucoup de les considérer aujourd'hui, que ce soit les sagesses bouddhistes, hindouistes, etc. Donc, je les connais très mal, mais une des spécificités de la philosophie grecque, c'est que toutes ces questions théoriques sont considérées comme essentielles pour... Heinz Witzmann parlait tout à l'heure des mathématiques, et des gens qui aujourd'hui font des mathématiques. Mais enfin... il y a des philosophes grecs qui ont même pensé qu'il fallait que le seul moyen de vivre heureux et bien, c'était de faire des mathématiques. Hein, donc il faut vraiment être un philosophe grec pour avoir cette idée-là, hein, pour penser que la pratique des mathématiques, la pratique longue et constante des mathématiques, peut avoir un rapport avec la manière dont vous allez vivre et avec la vertu humaine, etc. Donc cet aspect, j'ai envie de dire, hyper théoriciste de beaucoup de philosophes, hein, et d'ailleurs même confirmé en un sens par leurs adversaires. Il y a aussi beaucoup de penseurs grecs qui se sont opposés à cette approche, certains dont Barbara s'est occupée, je ne sais pas, Gorgias, etc., qui ont résisté, qui ont proposé d'autres voies que cette approche basée sur la subordination de la pratique à une théorie, à une conception du monde. Hein. Donc il y a des tas d'auteurs qui ont essayé de contester ça, les cyniques, les sceptiques, etc. Mais on voit bien qu'ils doivent faire tout un travail, hein, discursif, extrêmement sophistiqué pour arriver à échapper à cette approche. Voilà. Et donc je termine là-dessus pour dire que il me semble justement qu'il faut faire attention à cette tendance, enfin je veux dire, je pense que il n'y a pas de risque que la philosophie grecque soit en quelque sorte ignorée aujourd'hui, n'intéresse plus personne, il n'y a pas de désaffection, mais par contre il y a un risque de syncrétisme, c'est-à-dire de dire la philosophie grecque, il y a une sorte de leçon un peu intemporelle de la philosophie grecque, même si cette leçon n'est pas une leçon un peu hiératique, mais qu'elle est liée à notre vie quotidienne. Il y a ce risque de syncrétisme, hein, comme disait, j'ai parlé de Vuillemin tout à l'heure, il y a une phrase de Vuillemin que j'aime bien qui est l'ennemi de la philosophie, c'est pas le scepticisme, contrairement à ce que disent souvent les philosophes et ce qu'on croit souvent, c'est pas le scepticisme, je pense que cette phrase est aussi pertinente par rapport au thème de cette année de Cité Philo. L'ennemi de la philosophie, c'est pas le scepticisme, c'est l'éclectisme. C'est le fait de dire tout le monde dit un peu la même chose, il faut chercher. L'éclectisme qui est né, hein, dans la philosophie grecque. Mais cette idée que finalement, hein, il n'y a pas vraiment de différence entre les. Voilà. C'était là-dessus que je voulais insister. C'est pas, j'allais dire, c'est un peu une idée de consul romain, mais j'aurais pas dû le dire parce que ça, du coup là, ça véhicule pour le coup un préjugé sur
sur les Romains, qui lui aussi devrait être déconstruit, et les Romains aussi n'ont pas de ce genre de... Voilà. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est d'une récupération absolue par le christianisme adotique qui a donné un mauvais Foucault. Le dernier Foucault et Socrate de Foucault, c'est vraiment pas très ragoûtant parce que justement on ne voit pas d'où ça sort alors que ça sort d'une chose très simple, ça sort du fait qu'Ado était un curé. Enfin, voilà. Et il était, effectivement, de facto, défroqué, ce qui est bien moins bien. Donc, attirer l'attention sur les cafés philo de ce genre. D'ailleurs, on peut ajouter, je suis entièrement d'accord avec cette mise en garde, parce qu'elle s'impose. Mais les Grecs avaient l'expression pour dire que la théorie devait aider à bien vivre, c'est le bios theoretikos. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et pour nous, ça peut paraître bizarre de se dire que réussir dans la pensée à évacuer les contradictions qui nous embarrassent, qui sont des contradictions théoriques, eh bien, ça nous aide à vivre. C'était une conviction qu'avaient les philosophes grecs dans leur ensemble, ça c'est certain. Et c'est là que se trouve, il me semble, sauf les sceptiques. Mais même les sceptiques, d'une certaine manière, quand on regarde l'obstination avec laquelle ils voulaient avoir raison, ils voulaient avoir raison contre tous ceux qui prétendaient avoir raison. Et donc, comme vous savez, l'argument sceptique, tous les crétois sont menteurs, puis ensuite, la question de savoir, est-ce que c'est un crétois qui dit ça, et dans ce cas, s'il ment, ils ne sont pas menteurs. Mais pourtant, les crétois, dans ce cas, ils sont menteurs. Ben, si on s'enferme dans ce genre de réflexion sceptique, on arrive évidemment très vite à un mur. Et donc les autres philosophes opposent toujours aux sceptiques d'avoir érigé un mur entre la possibilité de connaître et le désir de connaître. Le bios théoretique, c'est ça. Et j'ai envie de dire une chose par rapport à ce que vous avez levé comme lièvre. Vous disiez que les mathématiques jouaient un rôle important dans la pensée grecque. Et il est vrai que les mathématiques grecques sont directement liées à des représentations géométriques. C'est-à-dire, le cube représentait le nombre 4, c'est-à-dire que ce n'était pas de l'algèbre, c'était de la géométrie. Et du coup, on pouvait facilement utiliser la géométrie pour les représentations cosmologiques. C'est ce que Platon a fait dans le Timaeus, par exemple. Et ce qui fascine, et je reviens au point qui, quand même, je ne veux pas le laisser complètement tomber, ce qui fascine aujourd'hui les scientifiques qui sont aux prises avec quelque chose de très difficile à comprendre, c'est-à-dire la réalité qu'ils affrontent en utilisant des équations dont ils cherchent des résolutions. Et ces résolutions les poussent très souvent à faire des expériences pour vérifier une hypothèse, mais les poussent aussi à se demander à quoi rime ce qu'ils font. Je crois que nous vivons un moment historique où ce retour, ce n'est pas un retour massif, ce n'est pas du tout dans les médias, mais où quelque chose se passe sur le front même de la connaissance la plus poussée. Ce sont des gens qui voudraient trouver, en examinant les philosophes grecs, là ils ont besoin de gens comme vous, sinon ils ne le font pas bien, ils voudraient y trouver des manières de raisonner qui leur permettent de donner à ce qu'ils mettent en œuvre une signification. Or la difficulté qu'ils rencontrent, c'est que ce qu'ils font est une maîtrise du réel et pas un sens du réel. Il y a là quelque chose qui les embarrasse, pas tous évidemment, mais les plus intelligents d'entre eux. Alors je veux attirer l'attention là-dessus. Il y a peut-être quelque chose qui se passe en ce moment. Alors, oui, je ne sais pas, ceux qui ont récemment fait un livre sur les présocratiques, c'est pas à eux qu'on va s'adresser pour savoir ce que peut vouloir dire Kénon, ni Atomos, certainement pas. Parce que ça c'est cadré, et de toute façon... ça c'est le nom grec, ça c'est le passé. Voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est les Grecs qu'on attend. Oui, ça c'est les modernes. Moi je voudrais que les modernes soient ceux qui, comme toi, pour la langue, par exemple, acceptent l'écart. Oui. C'est
la mise à distance et cette fiction d'une langue enveloppante, universelle. Mais il y a encore un autre problème que je voudrais séparer de celui-là, qui est le problème de la signification de la connaissance qu'on prétend avoir. Bon, si tu permets, juste un exemple pour comprendre. Quand le boson de Higgs a été mis en évidence au CERN, avec des moyens colossaux, eh bien, colossal. C'est colossal. Eh bien, le directeur du CERN allemand, donc, je le connaissais, et puis il va avouer qu'il ne savait pas ce que c'était que le boson de Higgs. Et donc, du coup, il m'a demandé si je pouvais lui donner une idée. Je lui ai dit, mais comme le boson de Higgs a la particularité de ne pas avoir de masse, et donc de disparaître comme par enchantement, et on va de l'autre côté du mur, du vide, eh bien, c'est comme un visiteur du soir qui arrive, qui laisse une trace et qui va disparaître. Il n'a pas de masse, donc ce n'est pas un objet, ce n'est pas une chose. Eh bien, ce serait peut-être le candidat idéal pour la notion d'atome, c'est-à-dire indivisible. Mais pour que sa chose soit indivisible, il faut que cette chose corresponde à une visée philosophique de Démocrite qui paraît complètement insensée, à savoir seule une chose qui est à la fois et n'est pas, est indivisible. Dès qu'elle est, on peut encore la diviser mentalement, du moins. Mais il faut, et là le boson de Higgs, c'est dans Libération, il a cité cette phrase de Démocrite pour dire pour nous, le boson de Higgs, c'est une chose qui nous trouble parce que c'est et c'est pas. Et là-dessus, ils ont fait venir Étienne Klein, que vous écoutez parfois sur France Culture, qui est très très doué pour mettre des métaphores sur ces questionnements des physiciens contemporains. Et quand M. Hérault, qui était Premier ministre, était venu à Genève, pour simplement encaisser quelque chose comme une justification des sommes versées aux scientifiques, aux 2000 scientifiques qui ont travaillé à cette mise en évidence du boson de Higgs. Et Étienne faisait du ski à Chamonix, il est venu en voisin, et il se demande dans la voiture, mais comment je vais dire à M. Hérault ce que c'est que le boson de Higgs, et que ça vaut le coup de payer pour ça. Et comme il venait faire du ski, il a une idée, je trouve absolument représentative de ce qui se passe actuellement. Il a dit, vous savez, la vitesse absolue, c'est en réalité la vitesse d'expansion de l'univers. Et le boson de Higgs, pour bien savoir ce que c'est un défaut de fartage, parce qu'il pensait aux chousses. Et M. Hérault l'a regardé, ses yeux bleus, et il a découvert, dans le regard ahuri, que le Premier ministre n'avait jamais fait de ski. Et donc, ce que je veux dire par là, en langue ordinaire, en langage ordinaire, il y a toutes sortes de choses très possibles. Il faut trouver une manière de dire, et peut-être que les Grecs, c'est ça au fond ce que je suggère, dans leur spéculation la plus abstraite, fournissent un certain nombre de moyens pour donner de la signification à ce qu'on est en train de découvrir. C'est ça l'autre aspect des choses. Hein. C'est-à-dire que là où même on ne comprend pas les Grecs, il y a une petite chance que ça puisse servir à comprendre ce qu'on ne comprend pas en science. Donc, ce qu'on ne comprend pas dans les Grecs, et que toi seul as commencé à comprendre, c'est par exemple le dème de Démocrite. Ça, c'est clairement ça. Ce que partage, moi, je ne pige pas. Le défaut de partage, il faut l'expliquer ça davantage. Parce que là, je vois pas le rapport. Merci pour que tu comprennes. L'univers, c'est une expansion ultra rapide, une chose, et le défaut de partage, c'est que ça freine un peu. Et donc, bon sang, c'est le freinage. C'est étonnant, c'est pas vrai. Mais c'est assez bien trouvé. Je trouve que c'est pas bien trouvé parce que le partage, c'est un truc que tu rajoutes, tu mets du fart sur ton ski. C'est pas du tout comme ça. Ça peut se passer avec le boson de Higgs. C'est pas un truc, c'est pas un manque de quelque chose que tu aurais mis. C'est ça que je veux dire. Non, mais ça c'est absolument, c'est complètement raté à cause de ça. Désolé pour Étienne. Moi, je voulais simplement dire que c'est dans le cadre d'un langage qui est basé sur des métaphores qu'on cherche la solution. Ben, d'accord. C'est tout. Mais là où c'est vraiment plus intéressant avec le dème, c'est que c'est pas une métaphore. C'est que c'est un travail sur la langue. Ça, c'est toi qui l'as vraiment très bien montré. Mais vous savez ce que c'est que le dème de Démocrite? Le dème de Démocrite,
c'est un mot qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on met un mot qui n'existe pas pour dire quelque chose. Et là, ça devient vraiment génial. Parce que ça ressemble au boson de Higgs, pour de bon. Ah oui, ça c'est le Vraiment. Schmilblick. Non, enfin, je ne crois pas, parce que le Schmilblick n'est pas fait du tout de la même manière. L'intérêt du mot Ouden, l'intérêt de den, c'est que c'est une fausse coupe sur un mot qui existe. Hein? Donc une fausse coupe, c'est-à-dire que, et le seul à avoir compris ça avant ou en même temps, ou je ne sais pas, enfin le seul à avoir compris ça par Wiesmann, c'est Lacan. Lacan fait tout un truc extraordinaire sur le den comme passager clandestin dont le clan, dont la cachette fait notre destin. Le den, c'est une fausse coupe sur la négation Ouden Meden, qui veut dire rien. Oudé, hen, pas même un, Médé, hen, pas même un. Et la bonne coupe, ça serait Médé, Oudé, et hen, pas un. Et ce qui se passe, que fait Démocrite, il invente un truc qui ne peut pas exister dans la langue qu'il parle, à savoir le den, c'est-à-dire qu'il coupe, mais den. Il coupe, c'est comme si je disais ien, au lieu de dire rien, pas un. Bon, là je dis ien, ou ich, au lieu de ich. Bon. Donc c'est un truc dingue. Et c'est un truc dingue emprise sur une invention de langue et sur une impossibilité de langue qui fait exister quelque chose qui n'existe pas, y compris dans la langue. Donc là, on commence à s'approcher du boson de Higgs. Et c'est toi qui pourrais, je comprends, c'est pour ça que je dis que tu es une personne ressource, mais pas le partage. Non. Sur cette question du recul Lady, c'est-à-dire que tout ce qui arrive dans le monde, puisque c'est un résultat des chocs entre les atomes, y compris dans notre esprit, il est fait d'atomes, donc il y a des petits chocs entre les atomes, donc quand on fait une action ou qu'on pense à quelque chose ou qu'on désire quelque chose, c'est un effet des chocs entre les atomes, du coup en fait tout est déterminé par ces petits chocs entre les atomes. Les épicuriens étaient très embêtés, Épicure qui reprend cette physique, était très embêté par cette conséquence, parce que du coup on ne peut plus accuser personne de mal agir, on ne peut plus louer personne, parce que la personne va dire c'est les atomes. The atoms made me do it. C'est la faute des atomes dans le bon. Alors ils ont inventé cette idée dont on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment de texte grec dessus, même si on connaît le mot grec, hein, c'est parenklésis, mais en fait le grand texte là-dessus c'est un texte latin de Lucrèce. Et donc ils ont inventé cette idée de la déclinaison, c'est-à-dire que à des moments totalement indéterminés, et donc on ne peut pas fixer, en fait, les atomes dévient leur trajectoire. Et donc ça permet, donc c'est une espèce d'indétermination comme ça, indétermination indéterminée, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'elle arrive, etc., mais qui permet de dire, il n'y a pas de déterminisme, c'est-à-dire il n'y a pas de... Les mouvements et les chocs entre les atomes ne déterminent pas tout. Alors, dès que cette proposition a été faite, pour revenir à mes histoires de divergence, etc., tous les autres philosophes se sont jetés sur les épicuriens en rigolant et en disant mais ça ne tient pas la route une seconde, c'est totalement contradictoire avec tout ce que vous avez posé. Et donc il y a des textes de Cicéron amusants où il se moque d'Épicure en disant mais comment il a pu avoir une idée pareille, bon, etc. Et ça a duré quand même assez longtemps, cette idée que le clinamen était la ruine de l'épicurisme, parce qu'en fait ça ne tenait pas la route en termes de cohérence. Et on voit qu'à partir de la naissance de la physique quantique, avec le principe d'indétermination, etc. Vous avez un certain nombre de physiciens, Heisenberg a écrit sur les présocratiques, mais vous avez un certain nombre de physiciens qui se disent « Ah, mais ça correspond au clinamen ». Le principe d'indétermination d'Eisenberg, c'est l'idée que, au cœur des équations physiques, il y a des éléments qu'on ne peut pas déterminer, quand il y a une forme d'indétermination, ça correspond. Alors évidemment, ça n'a rien à voir, je veux dire, du point entre, si on prend le sens qu'a le clinamen dans la théorie épicurienne, le sens qu'a le principe d'incertitude d'Eisenberg, etc. Ça n'a rien à voir. Mais en même temps, on voit comment
à un moment, la science évolue dans des directions nouvelles, et du coup, quelque chose qui a été pensé il y a longtemps, bon, là en l'occurrence chez les Grecs, et qui avait même à l'époque et pendant longtemps paru complètement absurde, devient en fait reprend du sens. Et du coup, le passage par la version pourtant apparemment complètement périmée et ancienne aide en fait à faire sens de la découverte, parce que la découverte, elle surprend même les gens quand ils la font, ça les choque de l'idée qu'il y a une incertitude, etc. C'est pas conforme à ce qu'ils attendaient, à ce qu'ils ont appris, etc. Donc du coup, le fait de passer par des Grecs certains Grecs, pas tous, hein, parce que justement les autres, les stoïciens par exemple, cette idée leur était absolument insupportable. Hein, mais de passer par certaines théories, alors ça peut être Démocrite, ça peut être Épicure, ça peut être d'autres, ça aide à penser aujourd'hui. Avec juste, si vous me permettez, un tout petit bémol. Moi, je ne pense pas qu'il y ait inadéquation réelle entre le questionnement d'un physicien d'aujourd'hui et la spéculation. Je pense que le niveau d'interrogation est exactement le même. Ce n'est pas le vieux parce qu'il a une barbe, je ne pense pas que ce soit la seule motivation. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une instrumentation dans la physique aujourd'hui, il y a un aspect, il y a toute une... qui fait qu'on n'est pas dans le... On n'est pas dans la spéculation. Ces gens-là savent faire des choses à partir d'équations qui sont extraordinairement compliquées. Et ce qu'ils font, ils ont besoin de savoir ce que c'est. Et du coup, ce qu'ils mettent en évidence aussi, ils ne sont pas sûrs de savoir ce que c'est, et ça les interroge. Et du coup, un physicien aujourd'hui a envie de mener un bios theoreticus. Il voudrait mener une autre vie qui est la sienne au labo, où il est dans une médiocrité existentielle alarmante. Et que... Même quand elle lit, il y a quoi. Non, mais c'est vrai. Et donc, les meilleurs d'entre eux, Heisenberg était de ceux-là, Schrödinger était de ceux-là, et Einstein en a fait un salut aussi, c'est intéressant. Ils se sont posé des questions qui réactivent le geste de la spéculation pure. Et donc, la spéculation, ce n'est pas, comme disent les empiristes un peu borneux, quelque chose qui ne peut pas être vrai. Ce n'est pas la question. La spéculation, c'est simplement une opération de l'esprit qui fournit du sens. Tout bien. Tout C'est voilà à expliquer. Si en couple, on a un med qui porte sur un n, qui est une unité, qui est niée. Et alors, si on coupe le med, c'est une négation. Si on coupe cette négation d'un mot qui veut dire rien, qu'est-ce qu'il reste? Un petit quelque chose. Mais ce petit quelque chose doit son existence à la double négation. Il n'existe que rien, je dirais. Il reste moins que rien. Ce rien est un rien, c'est-à-dire c'est pas le rien, c'est Medem, mais le quelque chose de positif qui naît de la négation, de l'auto-négation de la négation. C'est une sorte de reliquat, un reste. Et c'est ce reste-là qui, pour Démocrite, est ce qui constitue pour nous la réalité. Alors que ça provient d'un horizon qui dépasse de beaucoup notre réalité. Et ça correspond exactement à ce que les physiciens disent quand ils vous expliquent que dans l'univers, il y a de l'énergie grise, de la matière noire, et que ce qui nous est accessible, c'est à peine 26% de la totalité de ce que l'univers contient. Enfin, ce genre de choses, c'est complètement fou. Eh bien, le geste spéculatif qui dégage le den de la double négation, c'est l'auto-négation, le mot qui veut dire rien, eh bien, c'est peut-être une approche qui est beaucoup plus juste que de considérer que la totalité du réel existe positivement. Elle existe au terme d'un processus qui le fait émerger et pas comme quelque chose qu'on peut poser dans sa totalité d'emblée. D'où cette idée que j'ai que depuis terme c'est Anaximandre, le débat est enclenché. Et il va ensuite se dérouler de manière de plus en plus sophistiquée dans l'histoire de la philosophie, mais ça c'est un cours que je suis prêt à faire, mais pas ce soir. Voilà. Mais quand je dis cochon non plus. Non mais attends, cochon c'est peut-être plus facile. Mais dans Liberté, comme il y a Libère et un enfant, ce qui est à l'arrière-plan, c'est toute une scène à la belle de Babélis. C'est le père de famille, le papa familias romain,
qui libère un esclave en faisant un enfant. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ça, on n'entend pas. T'en dis plus que tu le sais. Quand tu dis freedom, free, French, fry, etc., tu as une toute autre idée. Ce sont des égaux qui se préservent mutuellement de l'esclavage. Et dans un cas, la liberté est pensée comme arrachement à l'esclavage, et on devient un enfant d'un père, c'est vertical. Dans l'autre cas, on se défend ensemble contre le risque d'être pris comme esclave, et on a affaire à deux visions complètement différentes de la liberté qui est inscrite dans la langue. Alors, pourquoi les Français ont donné aux Américains la statue de la liberté? Parce qu'elle est là pour célébrer la sortie de l'Amérique de l'esclavage colonial. Mais dans la Constitution américaine, il est question de freedom of speech. Tu ne peux pas dire liberty of speech, c'est impossible parce que c'est garanti mutuellement de façon horizontale et pas verticale. C'est ce genre de truc que je trouve qui travaille en sous-main. Dans les langues, on cherche d'une certaine manière ce qu'elle veut réellement dire, et puis c'est dans l'armée, un sens plus pur au mot de la tribu. Il y avait un peu ça. Et une autre langue peut être un secours extraordinaire. Oui. Ton dictionnaire, d'une certaine manière, a cette vertu. Enfin, il a cette ambition. Donc j'étais haut en bas, faisant la déduction, et s'apparente à la théocratie, c'est la philosophie allemande, exit. L'autre procède de bas en haut, et s'apparente à la démagogie. Il ne veut pas dire démocratie, ça c'est anglo-saxon. Et puis il ajoute, on va les citer toutes deux devant le tribunal du bon sens français. Et on les a obligés de s'y absoudre réciproquement afin de contracter une tardive mais féconde alliance dont le nom sera éclectisme. Et donc c'est le non-sens absolu. Et si tous les contraires vivent très bien ensemble. Moi je pourrais... Je ne pense pas que ce soit comme ça la nuit de la philosophie. D'abord parce que je pense que dans éclectisme, il y a choix. On choisit des choses. Et c'est ça que veut dire est libéré. Enfin, sauf que c'est du grec, mais peu importe. On choisit quelque chose à partir d'un tas d'autres trucs. Et on en choisit quelques-uns, et c'est compatible ou pas compatible, selon le point de vue où on se place. Autrement dit, l'intérêt de l'éclectisme, à mon avis, c'est que ça tient la notion de choix, deux, ça tient la notion de point de vue. Et à partir de ce moment-là, on retombe dans quelque chose de l'ordre de compliquer l'universel. C'est-à-dire que compliquer l'universel, c'est penser déjà qu'il n'y a pas un seul point de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui soit propriétaire de l'universel. Le problème des Grecs et le problème du logos dont je parlais tout à l'heure, c'est que l'universel est approprié avec le logos grec. Donc l'éclectisme est d'une certaine manière, s'il était bien entendu et bien pratiqué, quelque chose qui permettrait de fendre l'universalité appropriée. Donc ça alors il faudrait peut-être ajouter quelque chose, c'est qu'une fois qu'on a des trucs bizarres ensemble, c'est l'éclectisme vu par les gens de bon sens, une fois qu'on a des trucs bizarres ensemble, il faut encore savoir à quel moment on les utilise. Donc, il faut faire usage. Là, je suis dans Thomas Benatouni. Il faut en faire usage, et il faut en faire usage le meilleur possible. Et le meilleur possible, là, je suis en sophistique. C'est-à-dire que pour moi, Protagoras, c'est celui qui dit, bon ben voilà, vérité, je ne sais pas trop, hein, mais remplaçons vérité, remplaçons vrai par plus vrai, et remplaçons plus vrai par meilleur, et remplaçons encore meilleur par meilleur pour. Et là, je suis dedans. Je suis dans le relativisme sophistique qui permet de, politiquement, je pense, si on avait à dire un exercice spirituel qui fasse sens pour moi, eh bien, le relativisme de Protagoras, c'est un bon exercice spirituel au sens politique du terme. Et qu'il s'agit de diagnostiquer et de éclectiser, de élire le meilleur pour
à un moment donné. Et donc, c'est dans ce sens qu'on peut tenter de compliquer l'universel. C'est bien de terminer sur impliquer l'universel. Merci. Eh bien, je crois qu'on peut remercier nos invités.